bonjour à tous et à toutes. Merci de nous recevoir autour de notre podcast Champion Story. Champion Story, vous le savez, c'est une production de Pixel Live Studio qui vous permet de découvrir et de redécouvrir nos champions d'ici et d'ailleurs. Champion Story, c'est une histoire que nous racontons autour de nos champions qui ont donné le clair de leur temps au sport burkinabé, que ce soit au football ou dans d'autres disciplines. Champion Story, ils nous retracent leur parcours, leur vécu, leur reconversion. C'est aussi un moment de pur plaisir que nous partageons avec les footballeurs et aussi des sportifs de tout genre. Certainement, vous l'avez connu, notre champion d'aujourd'hui. Il a donné le clair de son temps au football burkinabé, notamment à l'Étoile filante de Ouagadougou, où il a commencé dans les petites catégories pour gravir les différents échelons jusqu'à se retrouver avec les étalons du Burkina. Vous l'avez certainement entendu parler de lui, mais vous ne l'avez pas vu jouer. Lui, c'est Madou Dossama, qui a passé un moment comme entraîneur, mais qui a préféré très vite après sa carrière se reconvertir dans la vie active. Madou Dossama, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour Kader, bonjour à tous les téléspectateurs. Tout le plaisir est pour moi. Merci pour l'honneur. Alors, quand on dit Madou Dossama, forcément, c'est l'Étoile filante de Ouagadougou. C'est les petites catégories jusqu'à la catégorie senior, après le brassard du capitaine. Racontez-nous cet amour pour les Bleus et Blancs du Faso. Il faut dire que c'est naturellement que ça s'est effectué. Vous savez que, comme beaucoup, j'ai appris à jouer dans les rues. Et moi, je suis de Dapoya. Dapoya, C'est le chef de l'EFO. le fief de l'EFO. Oui. Et après, le lycée Zenda. Ouais. On va en parler. Voilà, l'Étoile s'entraînait au lycée Zenda. Ça s'est fait de manière naturelle. Mais ce qu'il faut peut-être signaler, c'est où est-ce que j'ai été un peu encadré, de telle sorte que je puisse avoir certains fondamentaux que les académiciens ont aujourd'hui. Et c'est grâce à un monsieur, Amado Kérégué, dont je n'en parle pas beaucoup. Mais je pense que ce monsieur était en avance sur son temps. Vous parlez aujourd'hui de Guardiola, mais ce monsieur nous a parlé des fondamentaux du football à cet âge. Je ne sais pas comment il faisait. C'était un prof de français. Peut-être c'est ça qu'il... Il est toujours là. D'ailleurs, je l'ai écrit hier. Et c'est lui qui nous a un peu planté ce virus-là. Et petit à petit, on a quitté les âmes du beau temps. On va en parler. Parce que c'est une histoire aussi de ma vie. Habité avec certains qui ne sont plus de ce monde. Septembre 92, le drame. Je pense que tout est parti de là. Je suis parmi... on était 2 ou 3 de cette génération qui ont pu continuer. Yabré Guira, Ousmane Drabo, il y a peut-être un que j'oublie, Amadou Diallo Abba. Mais après, bon, je suis le seul peut-être qui suis parti à l'équipe nationale. Mais ce drame-là a changé fondamentalement les choses, et pour moi, et pour aussi cette génération. Alors, quand on dit l'Étoile filante en son temps, c'était l'adversaire de l'équipe d'en face, c'est l'Aswa Yenenga. C'était quelque chose quand on voyait un match EFO Aswa 80, 90, jusqu'en 2000. C'était le derby de la capitale, c'est comme ça qu'on appelait. Et l'opposition était tellement farouche que je me suis toujours demandé jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qui m'a pris, parce que je suis allé jouer une saison à l'Aswa. On va en revenir. Qu'est-ce qui m'a pris pour que je puisse me retrouver là-bas? Mais le goût du derby était bien présent parce qu'il y avait des hommes qui étaient à la tête de ces équipes-là, qui avaient une façon de gérer et qui ont permis de donner de l'engouement à ce derby qui n'est plus comme avant. Donc, ce que vous dites est bien réel. Nous avons été bercés par les Bleus. Là, je dis souvent que mon sang est blanc et puis mon cœur est bleu. Voilà. Quand tu es fou une fois, c'est pratiquement à vie. C'est difficile de faire semblant. Voilà. Donc, ces derbys-là, comme on le dit, c'était des grosses empoignades. Je suis allé les voir. Quand j'étais jeune, je marchais de Dapoya au stade du 4 août pour voir Bemba Touré jouer peut-être contre Assimi Zerbo ou jouer contre Tansa Wenouaga, paix à son âme. C'est des gens qui nous ont bercés depuis qu'on était petits. Après, je ne savais même pas que nous, on allait rentrer dans l'arène. Il y a eu aussi notre génération. Dossama contre Nimansou Gabriel, paix à son âme, ou Nimansou, le petit frère. Diallo Mohamed Vieux, paix à son âme. Quand tu les voyais, ben, ça donnait un peu la couleur de ces derbys-là. Et le derby, c'était le stade du 4 août. Le stade du 4 août, dans son temps, ça faisait vibrer. Hein? Parce que le stade municipal était trop petit pour contenir les supporters. Exactement, oui. Tu ne peux pas mettre un derby et Asfa au stade municipal. C'est pas possible. Le stade du 4 août était plein, 35 000 places. Plein. Et j'avais cette partie des supporters que j'aime bien.
la porte numéro 10. Oui. C'était les supporters les plus virulents. C'est une porte dédiée spécifiquement à l'Étoile filante de Ouagadougou, que ce soit au municipal, que ce soit au stade du Katour. Ces gens, en fait, c'est eux qui te font le bon et le beau temps. C'est eux qui décident si tu dois jouer ou pas. Oui. Moi, je n'étais pas inquiet parce qu'ils savent que tu te donnes. Et quand tu te donnes, ils te supportent. On les appelait, en se moquant, les roadwalkers. Ça veut dire que c'était les supporters du Grand Marché. Exactement. Et ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, ils sont présents, hein, même si beaucoup ne viennent pas au stade, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ont arrêté d'aller au stade quand moi, j'ai arrêté de jouer à l'EFO. En son temps, le derby, c'était une opposition principalement au niveau des quartiers aussi. Dapoya, Pasmanga pour l'EFO, Bilbalogo, oui. Et de l'autre côté, pour l'Asfa Yenenga, c'était Kienpalogo en son temps. Naturellement, tu grandis à Dapoya, tu es attiré, tu es aspiré par l'Étoile filante de Ouagadougou parce que c'était le quartier des Bleus et Blancs. Oui. École primaire à l'école d'Apoya. Oui. Le secondaire au Zenda. Au lycée Zenda. Et qui sait que le lycée Zenda, c'était le fief de l'Étoile filante de Ouagadougou. Après les cours, on regardait les grands frères jouer, Colbert Caboret et consorts. Donc, c'est naturellement qu'on s'est dirigé là-bas. Comme je l'ai dit, moi, je suis déjà d'abord passé par les âmes du beau temps à l'été. Et c'est après ça que j'ai convergé vers l'Étoile filante de Ouagadougou en junior. OK. Et comme je suis passé à l'ASFA aussi, c'était pratiquement la même chose. Aujourd'hui, beaucoup connaissent le stade de l'ASFA qui se trouve à la Patte d'Oie. Oui. Mais nous sommes entraînés, quand j'étais allé à l'ASFA, sur le terrain qui n'est pas loin du théâtre populaire. C'est juste dans le prolongement du René Monori que beaucoup ne savent pas. Exactement. Voilà, avant que l'ASFA n'aille là-bas. Et c'était le fief aussi de l'ASFA. Bilbalogo, Saint-Léon. C'était aussi ce gros quartier-là. C'était une opposition d'abord de quartier avant que ça devienne des couleurs et aussi des équipes. Donc, alors, très jeune, vous avez allié le football aux études. Parce que vous avez fait le Zenda. Le Zenda, c'est là où les faux s'entraînaient. C'était facile à conjuguer les deux, le football et les études en son temps, surtout quand on savait que les parents étaient beaucoup plus regardants sur les études que sur le sport, notamment le football. Je ne parlerai pas de facilité, c'était une obligation. Papa a toujours voulu que je puisse aller à la fin de mon cursus, en tout cas jusqu'au baccalauréat. Oui. Et c'était ça où tu arrêtes le foot, quoi. Donc, c'était le deal. Je lui ai dit, pas de souci, moi, je vais aller jusqu'au bac. Mais après le bac, je vais vivre de ma passion. D'accord. Ça ressemblait à un gentleman agreement avec le vieux père, qui n'est pas allé à l'école, mais après, il m'a forcé à aller à l'école. J'ai compris un peu pourquoi. Et il faut dire qu'il avait raison parce que j'ai été perturbé en 94 lors de ma première année du baccalauréat. Parce que 92 à 94, ça coïncidait avec un peu la montée en puissance de ce que je faisais en football. De Madou Dossama. Madou Dossama. C'est parti, le 7 décembre 1992. Match amical Étoile filante de Ouagadougou comme ASEC d'Abidjan. C'était l'ASEC et non les éléphants. ASEC d'Abidjan de Philippe Troussier. Je pense que Philippe Troussier, son équipe partait au Nigeria contre les BCC Lions. Ils ont fait une halte au Burkina pour jouer contre l'Étoile filante de Ouagadougou comme sparring partenaire. Je pense que ça les a bien servi parce qu'ils pensaient qu'ils allaient nous laminer. Mais ces jours-là, on les a donné du répondant. Je me rappelle Madou Dossama à la défense de l'Étoile filante de Ouagadougou en face à l'ASEC d'Abidjan avec un certain Abdoulaye Traoré Ben Badi. Le goléador. Et c'est vrai, c'était difficile parce que moi, c'était mon premier match international. Je venais de monter. Exactement. Et je pense que mon insouciance m'a aidé. Moi, je ne le connaissais pas en tant que tel. En fait, je ne le craignais pas. On n'a pas le temps d'avoir peur quand il y a ces genres de matchs. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci aux aînés, Zakaria Zeba. Ça ne vous dit pas peut-être quelque chose? Tout petit, oui. Zakaria Zeba, défenseur central. Gauche, moi, je jouais un peu à droite. Enfin, stopper, on avait peut-être le même gabarit et puis aussi le même punch. Donc, c'était facile. Combat. Il m'a donné juste 2 conseils. Il dit, mon petit, tu joues en défense. Tu viens de commencer. Où ton nombril regarde là, tu dégages le ballon là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, pas de crochet, pas de dribble. C'est-à-dire, si je suis face à mon ballon, pourvu que ça ne soit pas face à mes buts, c'était une façon pour lui de me dire, ne prends aucun risque, risque zéro. Donc déjà ça, je savais que je n'avais pas droit à la relance. Par contre, cogner, il n'avait pas besoin de me dire parce qu'on était tous des cogneurs. On vous appelait d'abord, d'ailleurs, Madou Dossama, le teigneux, le guerrier. On a entendu tous ces noms depuis qu'on était tout petits. Donc tout est parti de là. Je l'ai un peu muselé. Il n'a pas marqué. On a gagné 2-0. Et
pense que les gens ont commencé à savoir qu'il y a déjà quelqu'un qui montait. Oui. Et la vieille garde était là. Mm. J'ai dit aussi merci à Goldberg Kabore, le Zak Soba, le Zak Soba que moi j'ai connu. Tout à fait. Ça n'a rien à voir avec celui qui est là, qui est aussi un Zak Soba. Hein. Oui. Donc, petit à petit, ils nous ont permis de remonter. Et ce match-là a tout lancé. Il a été vu, sa moteur repéré, et c'est comme ça que j'ai été sélectionné pour la première fois en équipe nationale. On va en revenir. Mais avant, Madou Dossama, quel est le plat burkinabé que tu aimes manger? Actuellement, c'est vrai que il faut le dire, hein, tu n'es plus installé au Burkina, après un passage au Togo, cette fois-ci en Gambie, à Banjul. À Banjul, oui. J'ai beaucoup mangé le taux. Je viens de Sakabi, hein, on ne l'a pas dit, je viens de Sakabi, Bobo du Lasso, c'était un village. Sakabi, maintenant, c'est un quartier. Le plat principal, c'était le taux. Donc, avec les chenilles, bobo et tout, sauce d'oseille, sauce gombo que maman faisait. Mais après, à un certain moment, je n'en voulais plus parce que je suis rentré un peu dans la diététique. La diététique, c'est comment savoir bien manger, quoi manger à quel moment. Ça fait que ça n'avait pas tout ce que je voulais, donc j'ai commencé à virer. Mais aujourd'hui, je prends tout ce qui est bon. J'ai une alimentation assez équilibrée. Qui me permet de prendre soin de ma santé. Donc, pour moi, tout ce qui est, surtout à midi, parce que le matin, c'est des fruits que je mange à jeun. Le soir, c'est des légumes. À midi, tout ce qui peut équilibrer protéines, glucides et tout, je les prends. Après le passage au Togo, ça a dû changer un peu quand même. Ça a changé, c'est pas la même alimentation, c'est plein de piments, c'est souvent, ils ont un menu très, très varié. Mais je suis resté un peu dans ce que je consomme burkinabé, le thon, les riz, le haricot, voilà. Donc, je n'ai pas trop changé. Et cette fois-ci à Banjul. À Banjul, on s'approche plus du Sénégal. Hein. Ils font la frontière. C'est sauce arachide. C'est le tchèp-djen. Voilà. Et puis, c'est aussi les dolima. Les dolima, c'est un peu le déguet fait à base de petits milles. Voilà. Mais bon, j'essaie de prendre tout ce qui est local. Alors, je vais vous montrer une photo. Vous allez me dire, qu'est-ce que cette photo-là te rappelle en termes de souvenirs? D'accord. L'étoile filante et la dame coupe du Faso. Voilà, quand je vois cette photo, je suis dans la même lignée. Hein. Je pense que c'est le club qui a plus de titres en Coupe du Faso. Tout à fait. N'en déplaise à la Soyenega. Je me vois ici avec son Excellence M. Paramanga Ernest Nyoli, Premier ministre. Et je m'apprêtais à soulever la coupe. Il était en train de me dire quelque chose, mais bon, moi j'étais plus préoccupé par la coupe. C'est à quel moment qu'il allait me donner ça. Et cette photo, c'est des gros souvenirs. C'est des gros souvenirs parce que après notre départ, c'était très très difficile à un certain moment pour l'étoile filante de remporter cette dame Coupe du Faso. Comme je l'ai dit, je l'ai remportée en tant que joueur 4 ou 5 fois. Et aussi, dès que j'ai arrêté, j'ai intégré l'encadrement technique. En 2008, avant de partir, j'ai aussi remporté en tant que coach. On va y revenir. D'accord. Alors, on va dire c'était les beaux moments de l'EFO. Ça compilait les trophées, Coupe du Faso, championnat national. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que la dynamique est brisée? Il n'y a plus cet engouement-là au sein de l'étoile filante de Ouagadougou pour conquérir et le championnat et la Coupe du Faso? Non, je pense que ça va au-delà de la dynamique. Le football a évolué, comme je l'ai dit. Le modèle économique de gestion du football a évolué. Tu ne peux pas gérer aujourd'hui un club comme tu le gérais dans les années 90, où le mécénat, où des personnes de ressources venaient, ils mettaient leur argent pour faire fonctionner. Non, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le football, c'est du business. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il faut vendre, former et vendre, et puis derrière, créer de la richesse, avec tout un plan marketing derrière. Tout à fait. L'étoile filante, je pense que ce n'est pas l'étoile filante seulement. Hein. Tous les clubs historiques ont peut-être raté ce virage-là. Ce virage. Mais il faut se rattraper. Sinon, c'est la descente en deuxième division. Se rattraper comment? Savoir qu'aujourd'hui, le football a besoin de créer tout autour tout le staff managérial qu'il faut avec des personnes qui sont capables d'apporter des sponsors, d'apporter de la richesse, créer de la richesse, comme je l'ai dit. Donc, l'étoile filante a souffert. Je l'ai dit, j'étais à l'extérieur. On a souffert ensemble, mais on a amorcé une nouvelle dynamique. Ça n'a peut-être rien à voir avec ce que vous voyez maintenant, hein, avec les nouveaux coachs, avec... Non, je veux dire, le process est lancé.
Et sur un plan de 2-3 ans, je pense que l'Étoile va retrouver sa splendeur d'antan. J'ai envie de revenir sur un souvenir. Quand j'étais encore tout petit, quand l'Étoile venait jouer à Banfora, où j'ai fait l'école primaire, on passait par les trous des murs du stade pour aller suivre les matchs EFO, ou du moins USMB, Étoile Filante de Ouagadougou. C'était des gros duels parce que Banfora ne voulait pas perdre sur son terrain. Et je me rappelle aussi que vous avez dû être victime de blessures lors des matchs. Racontez-nous un peu ça. J'ai joué à Fada, j'ai joué à Waiguya, j'ai joué à Bobo. Je prenais du plaisir à aller à Bobo parce que c'est ma ville natale. Par contre, à chaque fois que je partais à Banfora, j'avais de la hantise un peu. C'est pas parce que l'Étoile n'était pas au-dessus, mais c'est parce que l'hostilité avait atteint un certain paroxysme. Et on était attendu. En fait, Banfora jouait chaque fois une finale quand l'Étoile venait. À l'époque, c'était quoi? Bemba Touré, c'était Issouf Traoré Bebeto, à qui j'ai dit bonjour du côté de Bamako. Donc, Banfora nous attendait. Les supporters, tu attendais des cris, tu attendais des insultes. Et dans le match, les arbitres étaient un peu dans la danse. Moi, en plus de cela, il y a eu un très mauvais souvenir lors d'un match de championnat, je pense. J'ai eu le nez brisé, en fait. Tu sais que ma force, c'était le jeu de tête. Quand le ballon est en l'air, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a une petite balle qui était au niveau du nombril et moi, j'ai fait une tête plongeante. Et j'ai l'impression que le joueur de Banfora m'attendait à ce niveau. Il a eu deux ballons, en fait. Il y avait ma tête et il y avait le ballon. Et j'ai pris un coup sur le nez. Et comme je le disais, j'ai failli passer à la chirurgie maxillofaciale. Mais après, ils ont regardé. Je pense qu'ils sont plus redressés. Et ça, depuis lors, voilà, cette hantise est toujours là. Aujourd'hui, voyager, aller jouer à Banfora, ça ne dit rien, peut-être à l'EFO et tout. Mais à notre époque, tu savais que tu partais, mais tu ne sais pas comment tu revenais. Ok, d'accord. Alors, on va parler cette fois-ci de l'équipe nationale. 92, année bac, première année pour le bac et première sélection aussi en équipe nationale. C'était compliqué. Le papa qui voulait que le fiston fasse d'abord les études, alors qu'il y a l'équipe nationale qui tapait à la porte. On gère ce moment-là comment? C'était difficile. C'était difficile parce que dès que j'ai sorti un peu la tête de l'eau, j'ai commencé à être sélectionné. Les sélections des saboteurs, c'était des camps. On se rappelle du saboteur, oui. En fait, ils vous prenaient mise au vert, ça fait 1 mois. C'est pas, tu pars pas à l'école, quoi. Je me rappelle encore du centre de l'ONEA où on était internés. À Pissy. Et voilà, à Pissy, il fallait prendre le car, traverser la ville et aller s'entraîner au stade du 4 août. Donc, tu partais pas à l'école. Du coup, moi, je n'ai pas suivi très bien les cours et j'ai fait une année blanche. Papa dit, OK, donc ça veut dire que tu as brisé le lien du pacte. Tu ne vas pas jouer cette année. Je pensais qu'il rigolait, en fait. Donc, l'année qui suivait, j'ai joué peut-être pour les faux parce que je pouvais aller à l'école. Mais la sélection, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait de sélection et j'ai pu obtenir le bac. Et quand j'ai obtenu le bac en 94, j'ai commencé encore à réintégrer l'équipe nationale. Mais je peux vous dire qu'à l'époque, c'était très, très difficile. Voilà, donc, il faut toujours encourager. Et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Le foot et les études vont ensemble. Maintenant, plus que jamais. Et à l'époque, moi, j'avais déjà compris. On va aussi en parler parce que c'est peut-être ça qui vous a permis, après d'avoir le bac, et de pouvoir aujourd'hui intégrer la vie active, parce que vous avez bossé du côté du Togo, cette fois-ci à Banjul. C'est peut-être grâce aux études. Grâce aux études, avec ce background, c'était facile. C'est vrai que je suis même allé à l'université ici, mais j'avoue, je ne partais pas à l'école. Et j'ai rencontré mon épouse actuelle, ma copine à l'époque, qui m'a dit un jour, attends, toi, tu es en train de me mettre la honte. Ça veut dire qu'on s'est inscrit à la même faculté de gestion. Elle partait, moi, je venais, mais quand moi, je venais, attends, tu commençais à être connu, quoi. Tout ce que je savais, c'est, ouais, doucement, ça va, je soulève, j'ai la main, je vais m'asseoir. En fait, je m'ennuyais. Je suis des courses, à 10 heures, je vais me promener. Donc, je n'ai pas suivi, en fait, la FASEG ici. En fait, j'étais toujours dans le foot. C'est quand je suis allé à Lomé, et là, je pense que je me suis fait piéger parce qu'elle m'a rien dit. Je le dis aujourd'hui, beaucoup de personnes ne le savent pas. C'est elle qui est partie m'inscrire. Si elle ne m'avait pas inscrit, je n'allais pas aller à l'école parce que moi, j'ai dit, je ne pars plus à l'école après le bac. C'est ça. Et le lendemain, elle me dit, bon, c'est vrai, l'expatriation est là. Je vais t'amener quelque part. Et elle m'a amené à l'école, à l'université, à Donaï, marketing et communication. Je ne pouvais plus reculer, je ne pouvais plus refuser. Je vais m'asseoir maintenant. Le bac datait de 14 ans à peu près, en 2008.
je m'assois avec des enfants. En fait, elles pensent qu'on a le même âge. Mais bon, moi, je reste discret. Et mon premier cours, c'était le droit social ou quoi. Le professeur, il parle, non seulement il parle, mais il bègue un peu. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, et avec un accent. Mes larmes ont commencé à couler. J'ai dit, Madou, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Le soir, quand je suis rentré, bon, elle a dit, non, continue parce que ça va te faire du bien. Donc, il y a eu papa et elle a pris le relais. Du coup, vous savez, quand tu apprends à jouer au football, c'est une école de la vie. Tu dois t'en sortir. Il n'y a pas d'autre porte de sortie. J'ai regardé autour de moi, il y avait 3 ou 4 personnes qui étaient assez intelligents, qui étaient dans le même quartier. Donc, je les ai approchés, j'ai dit, bon, on va faire un groupe de travail. Et ce sont ces personnes-là qui m'ont aidé. Premier semestre, c'était catastrophique, je ne sais même pas si j'ai eu la moyenne, mais on faisait des travaux à la maison. Moi, je les amenais à m'aider, et bon, moi, j'étais plus dans la facilité de s'exprimer. Donc, du coup, on échangeait un peu ces âges de procédure. Ça m'a permis de remonter, et j'ai pu aller jusqu'en 2e, 3e année de licence. D'accord. Alors, 2002, la CAN au Nigeria, principalement à Kano pour les étalons, vous êtes dans le groupe. Ça s'est passé assez mal, on va le dire, parce qu'on a connu l'élimination, des matchs difficiles, les supporters qui grondaient. C'était pas facile à vivre. Kano, c'était Ghana-Nigeria 2000. Oui. Moi, je n'ai pas joué le premier match. C'était le Belge René Talman. Oui. Paix à son âme. Burkina, je ne me rappelle plus. Je sais, Sénégal. Oui. Khalidou Fadiga. Fadiga, oui. J'étais à la touche, je le regardais. Je dis, mais ce joueur-là, il est merveilleux. Mais je n'ai pas joué. On a perdu le match. Oui. Je pense qu'il y a eu une concertation depuis le pays. Oui. Je ne sais pas qui a appelé. Oui. Il a posé des questions. Pourquoi un tel ne joue pas? Et moi, je me suis retrouvé titulaire sur le 2e match contre la Zambie. Oui. 0-0. Kalou Chabolia et consort. Oui. C'est vrai, on a tenu, mais c'était le match le plus difficile de ma vie. Je n'ai jamais autant couru de ma vie. Les Zambiens, à l'époque, savaient jouer le ballon et faisaient circuler. Tout à fait. C'était un jeu de possession incroyable. 0-0 quand même. Donc, on avait de l'espoir sur le dernier match. Égypte. Osam Hassan, Annie Ramzi et consorts. Ceux qui connaissent l'Égypte savent de quoi je parle. Tout à fait, oui. Champion en 98 au Burkina. Au Burkina, oui, exactement. C'était l'équipe qui... Tout à fait, ouais. Donc, on commence le match. 2-0, Burkina mène. À la mi-temps, hein? Oui. On se dit que le plus dur est fait. En seconde période, ils te mettent une de ces allures. C'est-à-dire que tu es sur le terrain, tu te demandes, mais pourquoi on a marqué 2 buts à ces gens? Moi, je l'ai senti en tout cas. Parce que le match, ça pèse sur la défense. Tu tapes. Osam Hassan, moi, j'ai une fois essayé une balle aérienne, je le prends à la nuque. Je pense que c'est lui qui va tomber, quoi. C'est moi qui avais des vertiges. Il était rasé. Une de ces têtes les plus dures que j'ai jamais touchées aussi. Et tu sais ce qui s'est passé? Oui. 2 buts à 1. 2 buts partout. On a fini le match 4-2. L'Égypte nous a écrasés. Et c'est un souvenir. Pour moi, le Burkina participait effectivement, c'est très difficile. Moi, je n'ai pas gagné de match. Je n'ai pas gagné un seul match en Coupe d'Afrique. J'en ai joué 2 avec une participation en Afrique du Sud en 96. Aujourd'hui, il faut que les supporters sachent qu'il y a une évolution. Le Burkina gagne aujourd'hui. On exige même que le Burkina remporte la Coupe d'Afrique. À mon époque, ce n'était pas possible. Mais on vient de loin, Dossama. Très loin. Très loin. Je peux te dire que c'est... Il faut souvent faire ces analyses-là, parler de ça pour que les gens sachent. Tous les jeunes, ils ne savent pas. Ils pensent que le Burkina, aujourd'hui, 2013 vice-champion d'Afrique, ils pensent que ça a été facile. Non. Nous, on a démarré, on prenait des coups, et aujourd'hui, c'est plus facile. Nous, on joue avec quoi? 1 ou 2 professionnels. Et ça encore, c'est des professionnels qu'on a trouvé on va trouver sur place là-bas. C'est des expatriés, j'allais dire à l'époque. Voilà, donc... Je me rappelle aussi de ce match contre le Ghana, où on menait aussi, je pense, une égalisation, à la fin une défaite, quelques embrouilles sur le terrain, notamment avec entre Mohamed Kaboré, le gardien, et ses défenseurs. Toi, tu vas chercher des... En fait, c'était mon dernier match avec la sélection. C'est pas un bon souvenir, je veux dire, en termes d'élimination. Par contre, j'ai gardé de très bons souvenirs de Ségou, la ville d'accueil du Burkina. Les Italiens étaient basés à Ségou. Tout à fait. Où le président malien était même venu nous voir. Avec le système du Diatigua, voilà, Diatigua, on était dans la même
dans le même espace que le Libéria de Georges Weah qui est venu nous saluer, Michael Essien qui était en train de monter, l'Afrique du Sud qui avait déployé un arsenal de ouf pour pouvoir faire des... Donc, avec en fait... les marques Fish. C'est ce souvenir que je garde. Mais sur le terrain, ça, c'est un autre débat. Parce que, déjà, je ne jouais pas mon poste. J'ai été avancé en milieu défensif avec Soumaïla Tassambelo, Jacques Yamego et Puré Obanga, père à l'âme de Jacques Yamego, qui m'a fait avancer parce qu'il y avait du monde derrière. Tout à fait. Il y avait Talé, il y avait Sissi Ibrahim El Flaco. Donc, du coup, là encore, c'était pénible parce que je courais partout, quoi. Après, tu me donnes le ballon, je ne sais pas trop quoi en faire. Hein. Je le dis parce que je n'étais pas très technique. Mais dans la charge, bref, premier match, je pense qu'on joue contre l'Afrique du Sud. 0-0. Tout le monde crie. On espère. Madame à la maison, les gens viennent. Oh, il tape partout. Oh, vous avez bien joué. Félicitations à Noussama. Elle m'appelle. Bon, c'est bien. Le second match, Maroc. On perd le match. Là encore, ça s'est très mal passé. Tout à fait. Avec mon idole Nourdine Naibet. Mon fils porte le nom de Nourdine parce que ce joueur, c'était un peu quelqu'un que j'idolâtrais. Je l'ai vu, je lui ai dit. Il m'a même donné mon maillot pour mon fils. Derrière, dernier match, il faut gagner le match contre le Ghana. Je pense que les autorités m'ont dépêché le ministre des Finances avec les primes. Tout à fait. On commence le match, on mène 1-0. Il reste 5 minutes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je sais que Mohamed Kaboré, GB, est rentré dans une de ses colères les plus noires que j'ai jamais vues. C'est que lui, donc il se chamaille avec Cissé El Flaco et avec Mamadou Talé. Corner pour le Ghana. On n'a pas le temps de s'organiser. Paf, à la foulée, ils égalisent. Et on perd le fil comme ça. Hein. Et c'est pas fini. Hein. Sur l'engagement, 2 minutes après, le Ghana nous bat 2-1. On est éliminé. Les gens disent, Burkina, vous allez nous tuer. Vous avez fait ça en 98. Contre le Congo. Menez 3-0. Ils égalisent. Et vous perdez le tir au but. Là, vous êtes en train de le faire ça encore. Les mêmes qui étaient venus féliciter, madame, ont commencé à nous insulter. Donc, pour moi, c'est le souvenir que je garde. J'en parle aujourd'hui avec beaucoup de souris, mais c'est resté. Parce que je n'ai plus eu la chance de repartir en équipe nationale. Parce que vrai, en ce moment, tu n'annonçais pas ton départ. Hein. Exactement. Je faisais partie. Tout à fait. Alors, dans les vestiaires, ça a dû chauffer, hein? Je me rappelle plutôt du terrain. Après, vous êtes éliminé, vous allez faire quoi? On était dessus. Il y avait plus de déception que toute autre chose. Parce qu'on est arrivé, je dis, on passe à côté de quelque chose. Parce que si on arrivait à passer, on avait un très bon groupe. Hein. Il y avait Dagano, il y avait Kéré qui était en train de monter, il y avait Baro Ouma qui était là. Il y avait de la qualité. Alassane Ouedraogo et tout. Mais bon, ça fait que, comme tu l'as dit, on n'a même pas eu le temps de se chamailler, on était plus dessus. Quoi. Une autre photo que je vais te montrer, d'accord, il y a le souvenir. La bibliothèque. Rigobert Song Banak. Vous voyez comment il est en forme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je pense qu'il a été terrassé à un certain moment par la maladie. Bernard Chouchang. Lui, je l'ai rencontré en 2024 à Abidjan lors de la CAN avec la chaîne de télé. Il était même sur un plateau. Ousmane Sanou Papa. C'est toute une histoire. Le petit frère de Salif Sanou. Tout à fait. J'ai dit bonjour. Ce monsieur, il était très, très fort. Et il s'est exilé un peu aux Pays-Bas. C'est l'un des premiers professionnels au Burkina. C'est immense joueur. Élégant. Je le vois un peu en Johan Cruyff. Je le vois un peu en... Très fort. Ousmane Traoré. Latéral gauche volant. Fonctionnaire de nouveau. Exactement. Actuellement en France. Je ne sais pas comment on s'est retrouvés sur la photo. Mais bon, on l'a fait de façon naturelle. Match amical du Cameroun qui est passé par le Burkina pour se préparer. Tout à fait. Et Song m'a dit, en fait, on est passé voir le Moro Naba. Chaque fois qu'ils sont passés au Burkina, en 2000, en 2002, ils ont remporté la CAN. Tout à fait. Je l'ai rencontré au Togo quand il était de passage. Il dit, est-ce que tu te rappelles de moi? Il dit non. Quand j'ai donné mon nom et puis la photo, il dit, Koro, c'est comme ça qu'il m'a appelé. On a plaisanté et tout. Tu sais, à l'aéroport, et moi, je suis allé leur dire bonjour. C'est une photo qui montre un peu la fraternité à l'époque, quand tu jouais contre ces équipes-là. Nous, on apprenait. Eux, ils étaient des professionnels, ils devaient être à Metz ou je ne sais pas. Et c'était une façon pour moi aussi de matérialiser ce passage. Alors, après ton passage en tant que coach adjoint à l'EFO, après au Togo, si je ne m'abuse, avec l'AS Police. L'AS Police, oui. Ça n'a pas trop duré. Pourquoi? Le football, il fallait forcément l'abandonner pour envisager autre chose? Quand j'ai arrêté ma carrière, c'est naturellement que je me suis dirigé vers le coaching. En fait, on n'a pas d'autres portes de sortie pour rester sur le terrain.
Moi, j'ai eu la chance, comme je l'ai dit, de travailler pendant que je jouais. 97-98, j'étais agent de sûreté aéroportuaire, contrôleur documentaire et j'étais superviseur de vol. Déjà, beaucoup de mes camarades, après le match, me voyaient là-bas. Mais après, quand j'ai arrêté, j'étais dans ce métier et j'ai aussi intégré le staff technique avec mon ancien coéquipier, Ouedrao Kassoumdi Ziko, à qui j'ai dit bonjour, était président. Et bon, il m'a mis dans l'encadrement et je me suis retrouvé à gérer l'équipe même pendant 3 journées. Saison 2007-2008, Ibrahim Diarra et moi. Avant que le Nigérien Diabaté n'arrive. C'est nous qui avons commencé et nous avons fait 3 victoires successives. Ça a permis de maintenir les faux en tête. Et Diabaté est venu continuer le travail et on a été champion. Après, dès lors, je me suis exilé vers le Togo, à Lomé. Je n'ai pas arrêté le foot, l'entraîneuriat, parce que je le voulais. Parce que j'ai fait un choix. Le terrain use. Tu peux voir tous mes anciens coéquipiers qui sont entraîneurs actuellement. Si tu n'es pas fort, tu as les cheveux blancs. Hein? Tu as les cheveux blancs, il y a l'exigence du résultat, l'exigence de la performance. Mais moi, j'ai préféré me diriger vers le management, puisque j'ai fait marketing et management, vers le conseil, vers les orientations. Aujourd'hui, c'est peut-être ça c'est ce passage-là entre le coach sur le terrain et le coach en développement personnel où tu t'es reconverti. C'est un peu le même coaching ou c'est différent? En fait, le coaching sur le terrain a appelé le coaching, le coach en développement personnel, mais je suis plus dans le coaching holistique. C'est un peu différent. Donc, du coup, c'était une continuité. Sur le terrain, il y avait les aspects tactiques, techniques, physiques. Les gens oubliaient tous les aspects qui étaient mentaux. Parce que le football est psychologique. Hein. Tu n'es pas prêt dans ta tête, tu ne peux pas jouer. Du coup, je donnais beaucoup de conseils. Après, on m'a suggéré de prendre individuellement et j'ai fait une formation dans un institut de la place là-bas pour apprendre la pédagogie du coaching. Et derrière, j'ai pu maintenant donner des modules de formation sur l'intelligence spirituelle, sur l'art oratoire, sur comment avoir un mindset, le leadership entrepreneurial. Il y a beaucoup de pas comme ça et ça, je l'ai fait grâce d'abord au coaching au football. D'accord. Alors, quelle analyse aujourd'hui tu fais entre le face-foot de votre époque et le face-foot de maintenant? Différent. Différent? C'est différent, oui. Je pense qu'à mon époque... L'engagement, la volonté... L'engagement, on était un peu dans le kick and rush à mon époque. Mais c'était les combats. Si tu regardes aujourd'hui, la corpulence des joueurs de l'époque actuelle, ça n'a rien à voir avec moi. Nous, on était costauds, on était grands, on partait au combat. La gestion du jeu, de sa conception, depuis la défense, en passant par le milieu de l'attaque, ce n'était pas notre dada. Direct, 1, 2, 3 passes directes, et on laissait les joueurs lumière faire terminer le boulot. Aujourd'hui, tout le monde est un peu dans le football académique, avec des aspects tactiques, positionnement médian. C'est pratiquement... Ça tue le football ou... C'est pas que ça tue, ça dénature un peu la spontanéité du football. Le football, c'est quelque chose de spontané. Après, on les a mis dans un carcan, ils sont toujours en train de... Non, le football... Tu as connu Bemba Touré. Tu as connu ce... Ils font des choses que personne ne fait. Bertrand Traoré, tu vois ce qu'il faisait. Et quand il est parti, on l'a amené à rester dans un... C'est très difficile que le talent explose. Donc, c'est ça que je vois beaucoup aujourd'hui. Tu peux regarder un match des 15 premières minutes, tu sais à peu près ce qui va se passer. Parce qu'il y a un fil conducteur. Les équipes qui le font, tu regardes l'équipe de Mourinho jouer, le Mourinho du Faso jouer, l'équipe de Camon Malo jouer, tu sais à peu près. Ils cherchent une bonne base et un très bon squelette. Et derrière, leur philosophie de jeu est là. Ce n'est plus la même époque. Ce n'est plus la même chose. Je peux te dire qu'il y a un gros changement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut revenir encore sur la socialisation du football burkinabé à partir des quartiers? Est-ce que c'est encore possible? Oui, parce que les formateurs... Parce que ça donnait du piquant quand même. Les formateurs sont toujours là. Les formateurs sont toujours là, mais ils n'ont pas le temps de terminer leur processus quand on les vole leur talent. On les vole leurs pépites. Qui les vole les pépites? Mais les académiciens sont là. Ils vont prendre la perle là. C'est vrai qu'ils font leur formation, mais quand ils entendent parler de 1 ou 2 joueurs qui explosent, ils vont le chercher. Ça fait que le côté social, enfin le côté proximité, ça est toujours là. Et eux-mêmes, ils ont changé. Parce que même les entraîneurs de quartier qui étaient des passionnés d'abord, passent des diplômes aujourd'hui. Et qui dit des diplômes, passent d'harmonisation du savoir. Et quand vous harmonisez le savoir, qu'est-ce que vous faites? La même chose. Exactement. Qu'est-ce qui différencie Kader, aujourd'hui journaliste, d'un autre journaliste? Il faut que chacun... la même école. La même école. On a appris les mêmes choses. La différence, c'est souvent dans
toi, ta particularité. C'est ça la valeur ajoutée. C'est ce que les entraîneurs doivent chercher à apporter. Qu'est-ce que j'apporte de plus? Moi, si je dois prendre une équipe aujourd'hui, je verrai la tactique, le physique, la technique comme tout le monde. Mais la note mentale ne sera plus la même. Et c'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, on voit Dossama en train de chercher à rapprocher les anciens footballeurs de Burkina avec une association, avec une compétition qui permet en tout cas de fédérer tout ce beau monde-là. Il était important pour qu'on ne puisse pas les oublier, surtout ceux qui ont joué il y a 20 ans, 30 ans et même plus. Ah. Pour moi, c'est un devoir de mémoire. Je l'ai dit, je ne le fais pas seul. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à un certain moment, c'était un peu difficile de se réunir. Aujourd'hui, je parle le même langage avec, je tiens à le signaler ici, à l'antenne que tu m'offres, Ibrahim Traoré Baya, l'association des anciens internationaux. Oui. Nous parlons aujourd'hui le même langage. Il faut juste chercher maintenant à harmoniser et à asseoir une même association qui regroupe tous les anciens footballeurs du Burkina. C'est en cours, ça va se faire. Et si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera. C'est vrai. Aujourd'hui, à travers ton émission, tu permets à la jeune génération, ceux qui sont en 2000, ceux qui sont nés en 2005 jusqu'en 2010, de savoir qui est Dossama. Tout à fait. Et si on ne le fait pas, qui va le faire? Donc aujourd'hui, le tournoi qui se joue, nous serons à la deuxième journée aujourd'hui, c'est la Coupe de la Fraternité. Le tournoi des anciens football, des clubs mythiques et tout, ça permet de rencontrer certaines personnes que moi, je n'ai pas vues depuis plus de 30-35 ans. J'ai vu hier Koné alias Cercueil, que je n'avais pas vu depuis plus de 25 ans. Soumaïla Traoré Adjere, Tambélé Adama. Donc, c'est l'occasion pour la nouvelle génération de venir et discuter avec ces gens. Faites des selfies même avec eux parce qu'on a joué à très longtemps. On échange et on va permettre à beaucoup de personnes de ne pas faire les mêmes erreurs que nous on a eues. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'anciens qui ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas préparé l'après-carrière. L'après-carrière se prépare pendant la carrière. Donc, on est aussi dans ce processus-là et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est en même temps le conseil que tu donnes aux jeunes frères qui sont en train d'embrasser la carrière de footballeur ou qui sont déjà en activité? C'est plus qu'un conseil. C'est quelque chose qui doit inscrit en lettres d'or. Le football de haut niveau dure au maximum 10 ans. Que tu le veux ou pas. Ceux qui arrivent à faire 20, comme mon jeune frère Alain Traoré, à qui j'ai dit bonjour, c'est exceptionnel. Sinon, c'est entre 10 et 15. Pendant ce moment-là, préparez votre retraite. Investissez votre argent. Apprenez un métier ou apprenez une compétence dans la gestion des finances ou dans le management. Parce que c'est une autre vie qui commence après le foot. Et si tu ne l'as pas préparé, c'est la chose la plus difficile. Tu quittes la lumière. Tu quittes l'argent. Bon, je ne vais pas dire qu'on gagne facilement. On court, on transpire. Ce n'est plus les mêmes sommes. Tout à fait. Tu peux demander aux retraités, ils vous diront. Même si tu as joué à Marseille, même si tu as joué à Lyon, tu n'as plus les mêmes entrées d'argent. Il faut bonifier ou il faut fructifier l'argent que tu as eu. Si tu n'as pas préparé, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais arnaquer. C'est le plus difficile. Donc, c'est plus qu'on conseille. Approchez-vous, on a des choses à vous dire. On ne va pas gérer votre argent, mais on peut vous donner des conseils à mieux gérer votre argent. Voilà ce que je peux dire sur ce point. C'est aussi le dernier mot de cette émission. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Dossama a pu allier le football et les études. Aujourd'hui, contrôleur aérien ou contrôleur aéroportuaire du côté de Banjul. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, Sakabi Company Limited. C'est ma compagnie. Et je suis dans la communication. Dans l'aéronautique? Non, je suis dans la communication. Je suis dans l'imprimerie, imprimeur conseil. Et je suis aussi dans le conseil stratégique. C'est beaucoup de choses en même temps. Football, contrôleur aérien. Aujourd'hui, chef d'entreprise du côté de Banjul en Gambie. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission avec nous. On va vous dire à très bientôt pour d'autres actualités ou d'autres informations sur nos champions à travers donc leur histoire, leur parcours. Vous pouvez aussi revisiter nos anciens épisodes sur la page Facebook Pixel Live Studio ou bien sur notre page également YouTube Pixel Live Studio et vous verrez tout ce que nous faisons pour mettre en lumière les anciens footballeurs, que ce soit Mamadou Dossama, Charles Kaboré, Alain Traoré, Mohamed Kofi, bientôt Iron Bibi, Hugues Fabrice Zongo et bien d'autres. Merci de nous avoir suivis et on se dit très bientôt pour un autre numéro de Champion Story.